L'histoire commence avec Percival qui poursuit un oiseau roc alors qu'il survole le sommet d'une montagne. Il informe son grand-père Vergès qu'il y en a un dans le ciel. Quand il arrive au bord de la falaise, le retraité ramasse des légumes dans leur jardin et fait remarquer que cela faisait un moment qu'il n'en avait pas vu. Percival dit à son grand-père qu'il n'a rien pour l'abattre. Cela l'incite à attraper une fourche alors qu'il s'échauffe un peu. Son petit-fils l'informe que leur proie va s'échapper. Le vieil homme lance l'ustensile agricole qui empale l'oiseau dans le ciel. Percival a la bonne idée de sauter de la falaise et de s'accrocher à l'oiseau mourant. Il manque son coup et chute avec la proie du haut de la montagne. Vergès se précipite frénétiquement pour les attraper mais il est trop lent. Le garçon n'est pas manchot, il s'accroche à l'oiseau tout en réussissant à s'accrocher à une roche. Il retourne sur la terre ferme et il rentre à l'intérieur pour le dépecer. On donne à Percival l'honneur de l'écorcher et de le couper en morceaux. Son grand-père est impressionné par sa compétence à découper la viande. Les deux cuisinent un morceau de la créature et Percival est impatient d'en manger. Le gars prend une partie et son grand-père en fait de même. Vergès lui demande comment il trouve le repas, alors Percival dit qu'il est trop bon. Plus tard, un seau sous la tête de l'oiseau de roche disparaît. Plus tard, Percival s'entraîne avec son grand-père, le but étant de plaquer le vieil homme. Le jeune taureau fonce et crée une ouverture pour pousser le dos de Vergès, mais il absorbe l'élan de Percival. Le vieil homme ramasse ensuite le garçon et le jette, mettant fin au combat. Le jeune garçon se tourne et se retourne, frustré d'avoir perdu à nouveau. Son grand-père lui redonne confiance quand il admet que c'était un échange serré et qu'il a dû lutter sérieusement pour arrêter son élan. Cela rend Percival heureux et il danse autour de Vergès. Le grand-père s'excuse car il doit aller dans la grotte pour laver leur vaisselle. Ce faisant, il se remémore à quel point son petit-fils était un bébé pas si longtemps auparavant. Il est choqué par la vitesse de croissance du garçon. En pensant à Percival, il se rappelle quelque chose d'important, alors il arrête de faire la vaisselle et se précipite hors de la grotte. Une fois rentré, il ne trouve pas Percival à l'intérieur. Mais il trouve son petit-fils en train d'uriner à l'arrière et lui rappelle que c'est son anniversaire le lendemain. Vergès tombe au sol, choqué, lorsque Percival demande quel âge il va avoir. Son grand-père lui dit qu'il aura 16 ans. Cela fera officiellement de lui un adulte. Percival est ravi car il pense qu'il peut maintenant prendre de l'alcool avec son grand-père à l'avenir. Mais il refuse cette idée en disant que l'enfant est encore trop jeune. Cela lui enlève toute excitation. Le jour suivant, Vergès l'emmène au sommet d'une falaise. Le grand-père reconnaît officiellement son nouvel âge et lui demande s'il veut quitter le pic du doigt divin pour partir à la grande aventure à travers le monde. Il est abasourdi d'entendre Percival exprimer son désintérêt. Vergès raconte passionnément à son petit-fils qu'à 16 ans, son désir de voyager l'a poussé à quitter sa terre natale. Le vieil homme est perplexe que son petit-fils ne soit pas le même. Percival explique qu'il s'amuse tous les jours donc il n'a pas le désir de chercher l'aventure. Vergès essaie d'attiser la curiosité en lui montrant la structure brumeuse qu'il voit parfois au-delà des nuages. Le gamin sait déjà que c'est le temple céleste. Son grand-père ajoute qu'il a été créé par la race déesse connue sous le nom de Céleste. Il est censé flotter dans les airs mais Percival est sûr que Vergès l'a déjà vu auparavant. Mais Vergès dit au garçon qu'il ne sait pas voler. Son grand-père continue ses tentatives pour allumer une étincelle en décrivant la vaste terre sous le pic du doigt divin appelé Britannia, qui regorge d'aventures passionnantes et de mystères. Par exemple, il y a un chevalier qui navigue avec son navire mystique dans les cieux. Il y a des grottes qui mènent en enfer, une forêt labyrinthique impossible à fuir, et bien plus encore. Vergès est choqué de voir que ces contes n'ont pas enflammé sa poitrine car Percival est plus intéressé à attraper des poissons célestes pour le dîner. Cette nuit-là, il profite de leur prise et Vergès commence à délirer sous la teneur en alcool de la boisson. Il dit au garçon que son père était si impatient de partir à l'aventure qu'il a foncé hors de la porte au moment où il a eu 16 ans. Percival demande comment son père est mort, ce qui pousse son grand-père à changer de sujet. Maintenant, il veut savoir si Percival ne se sent pas ennuyé et isolé de vivre si haut. L'enfant l'assure qu'il ne l'est pas parce que son grand-père est là avec lui. Après le repas, Vergès continue à boire et commence à prononcer un vieux credo que Percival termine car il l'entend toujours quand son grand-père est ivre. Il s'agit d'écraser le mal et de sauver les faibles. Vergès est surpris qu'il l'ait mémorisé. Son petit-fils se tourne et promet de le protéger quoi qu'il arrive. Vergès est ému par ces paroles mais le cache en disant qu'il n'est pas encore assez vieux pour avoir besoin de sa protection. Il dort mais le jeune se lève au milieu de la nuit et sort regarder le ciel nocturne. Il s'avère qu'un feu a été allumé dans son cœur quand son grand-père lui parlait des merveilles du monde. Il veut partir à l'aventure et y penser, l'excite tellement qu'il court autour du sommet. Percival trébuche et alors qu'il est au sol, il se rappelle qu'il ne peut pas partir à cause de son grand-père. Il finit par s'endormir dehors mais il a une vision de Vergès l'alertant de quelque chose. Il se lève et l'endroit est maintenant brumeux. Un grincement attire son attention et bientôt le chevalier qui navigue avec son navire dans les cieux apparaît devant lui. Ironside amarre le bateau au bord du pic et parle à lui-même de la façon dont il a détecté le pouvoir de Vergès quand il a abattu l'oiseau de roche car c'était son familier. Cela explique le seau qui a disparu de la tête de l'oiseau. Le vieux gars vit si loin et cela a du sens maintenant pourquoi il a ratissé les terres sans jamais le trouver. Percival est juste excité que le chevalier dont parlait son grand-père existe.
Ironside le salue et demande à propos de Vergès. Il est étonné d'apprendre que le garçon est son petit-fils. Il dit au garçon qu'il est un vieil ami de l'époque où ils étaient chevaliers sacrés. Ils se sont séparés il y a 16 ans mais Ironside est revenu parce qu'il a des affaires avec lui. Percival souligne que leur maison est derrière la colline et ajoute même qu'il prépare probablement le petit déjeuner maintenant. Le garçon est plus excité d'examiner le bateau alors Ironside lui permet. Intérieurement, il appelle Vergès un homme cruel pour avoir caché la vérité à Percival tout en l'élevant. À ce moment-là, Percival ressent quelque chose de bizarre mais il laisse passer, plus intéressé à inspecter le navire. Il se demande comment il flotte et même saute dessus et commence à pagayer en espérant qu'il bougera mais il est déçu quand il ne bouge pas. Il suppose qu'il faut être un chevalier sacré pour l'utiliser mais il ignore ce qu'est un chevalier sacré. L'attention de Percival se tourne à nouveau vers Ironside car il le trouve effrayant. Il pose la pagaie et court vers la maison en réalisant que cet étranger pourrait avoir des intentions sinistres. Pendant ce temps, Vergès coupe des légumes en se plaignant que Percival se sauve au petit matin. Il s'arrête, choqué, quand il entend Ironside commenter comment il utilise l'épée que le roi lui a donnée comme couteau de cuisine. Ces mots sont suivis d'une attaque qui est bloquée mais elle envoie le vieil homme s'écraser dans la maison. L'intrus avoue qu'il cherche Vergès parce qu'il y a 16 ans, il a trahi leur maître et s'est enfui. L'idée qu'il puisse vivre de manière paisible ne lui avait jamais traversé l'esprit. Vergès déclare que c'était eux les traîtres, raison pour laquelle il a coupé les ponts avec eux. Il se remet rapidement et attaque Ironside, menant à un échange de haut niveau. L'intrus prend le dessus et inflige une blessure en forme de croix à l'estomac de Vergès avec sa magie. Percival arrive à ce moment-là et lui dit d'arrêter. Ironside tire sur la falaise et dit au garçon qu'il y a un ordre dans toute chose donc il devrait attendre son tour. Percival attrape l'une des pierres qui tombe, puis il saute de la falaise et la jette sur le chevalier en exigeant qu'il s'éloigne de son grand-père. Il détruit le premier projectile mais le garçon atterrit et ramasse rapidement un plus gros et le lance. Ironside remarque le manque de discipline de Percival alors qu'il est sur le point de l'achever, mais Vergès intercepte. Il dit à son petit-fils de courir mais le garçon refuse de partir. Ironside est d'accord avec ça car il n'a pas l'intention de laisser l'un ou l'autre s'échapper. Il lance son sort qui entaille Vergès partout sur son corps. Des gouttes de sang sont même projetées sur le visage de Percival. Le vieil homme tombe au sol et comme le garçon se tient là sous le choc, Ironside lui dit de blâmer son grand-père pour cette situation. Il frappe le garçon avec une puissante attaque en croix qui pénètre même dans la falaise derrière lui. Percival titube mais tient toujours bon et donne un coup de poing mais il est faible à cause des dégâts qu'il vient de subir. Ironside botte sauvagement le garçon. Vergès veut savoir pourquoi il le ciblerait après tant d'années. Le chevalier révèle que quelques jours auparavant, on leur a donné une prophétie sinistre selon laquelle un groupe appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse conduirait leur chef, le roi Arthur, à sa perte. Ils ne savent rien sur eux pour le moment, donc ils ont décidé d'éradiquer quiconque a le potentiel d'en faire partie. Peu importe à quel point Vergès est tombé, il aurait pu y avoir une chance qu'il en soit membre. Le grand-père se demande pourquoi le chevalier a également descendu Percival. Le grand-père se demande s'il n'a aucune compassion puisqu'il laisse Percival. Ironside révèle que toutes ses actions sont pour servir une plus grande cause. Vergès s'excuse auprès de son petit-fils alors qu'il essaie de s'asseoir mais il est choqué de voir le gamin debout. Le garçon pleure et s'excuse aussi de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour le protéger. Vergès le corrige et l'informe que c'est lui qui était censé le protéger dans ce cas. Il prend son petit-fils dans ses bras et lui dit qu'il doit trouver quelqu'un qui sera précieux pour lui et en qui il pourra avoir confiance. C'est la personne qu'il devra protéger pendant qu'ils traversent la vie ensemble. Percival a l'impression que c'est la punition de Dieu parce qu'il a menti. Il avoue qu'il voulait partir à l'aventure. Vergès révèle qu'il a menti aussi et s'allonge. Il n'arrive pas à croire que le gamin marche avec cette blessure. Il l'assure que ce n'est rien puisqu'il s'est entraîné tous les jours. Vergès révèle que le chevalier en armure rouge est son père. Il s'excuse d'avoir dit ce mensonge mais il a ses raisons. Percival ne le croit pas car il ne peut pas imaginer pourquoi son père ferait une chose si terrible. Le vieil homme n'a pas assez de temps pour expliquer, alors il lui conseille de chercher Ironside et de lui demander. Il dit à Percival qu'il doit se préparer pour un voyage mais le garçon ne veut pas partir seul. Avec le peu de force qui lui reste, il tapote la tête de son petit-fils en l'assurant qu'il sera toujours avec lui et que Percival est son espoir. Sa main retombe alors que la vie quitte son corps. Après cela, il guérit, enterre son grand-père et vit quelque temps seul alors qu'il nettoie l'endroit. Il trouve une boîte en bois qui contient un nouvel ensemble de vêtements. Il y a un mot qui dit que c'était pour le jour où il déciderait de partir. Il pleure en le tenant. Un certain temps passe et Percival décide enfin de partir. Il porte la cape et le casque de son grand-père après lui avoir rendu hommage. Son moment de départ coule est gâché quand il trébuche mais il commence la longue descente. Il faillit tomber à plusieurs reprises. Il célèbre quand il voit enfin les terres en dessous mais devient trop excité et tombe. Il atterrit sur un oiseau de roche mais celui-ci le jette. Percival promet de tous les manger pour cette transgression. Un arbre freine sa chute quand il touche terre pour la première fois. Son attention est attirée vers une créature avec un collier. Percival fixe l'animal, perplexe, n'ayant jamais vu une créature comme celle-ci sur le doigt de Dieu. Il ajuste son casque et se présente,
tout en expliquant comment il a mis 2 jours pour descendre. Il demande au renard s'il connaît des endroits où vivent des gens comme lui. Percival n'a entendu parler que de villages et de villes dans les histoires racontées par son grand-père. La créature penche la tête en signe de confusion. Le garçon suppose qu'elle ne le comprend pas et la suit alors qu'elle s'éloigne lentement. Il tente de faire la conversation sur le fait que leur rencontre pourrait être le fruit du destin et lui demande s'ils veulent devenir amis. Elle répond en courant dans les buissons, tandis que Percival la supplie d'attendre. Il se sent un peu contrarié et seul, car il ne connaît personne. Il la suit à travers les buissons et émerge de l'autre côté, où il repère un groupe se tenant dans la clairière avec leur cheval et leur carrosse. Donnie est assis là pendant que Katz et Elba répètent leur numéro. Il présente le groupe comme la troupe de Katz, et en tant que leader. Il commence son tour en lançant des morceaux de parchemin en l'air et en les enflammant avec sa magie, donnant l'effet de comète tombant du ciel. Elba prend la suite et fait disparaître son singe de compagnie à travers un cerceau. Katz se tourne vers leur artiste vedette, s'attendant à ce qu'ils suivent, mais Donnie n'a pas bougé d'un pouce. Le leader le réprimande pour ne pas prendre la pratique au sérieux. Il ne voit pas l'intérêt de le faire si personne ne regarde. Elba explique que c'est tout l'intérêt de la pratique. Percival interrompt leur dispute en applaudissant, impressionné par ce qu'il vient de voir. La troupe est déconcertée par sa présence, alors qu'il saute partout en voulant en voir plus. Elba se demande s'il est un enfant du coin, car il se trouve au milieu de nulle part. Donnie se lève pour informer Percival que ce n'est pas un spectacle gratuit et lui ordonne de payer. Elba le met en garde de ne pas le menacer simplement parce qu'il est tombé sur eux en train de s'entraîner. L'artiste vedette explique qu'ils utiliseront l'argent pour acheter de la nourriture. Percival le regarde, perplexe, car il ne connaît pas le concept de payer les choses en raison de son isolement. Donnie s'énerve quand il lui demande ce que signifie « payer », alors il demande simplement au garçon de lui remettre son sac. Celui-ci est choqué, mais il lui donne sans protester. La transaction étant terminée, Donnie promet de lui montrer son numéro. Donnie tire son épée et se met en position. Peu de temps après, Percival commence à flotter dans les airs, tournant autour, émerveillé de savoir comment c'est possible. Lorsqu'il se retourne pour les regarder à nouveau, la troupe s'est déjà échappée sur la route, et Elba réprimande Donnie pour son comportement. Il rationalise cela en disant qu'il enseigne une leçon aux garçons sur le fonctionnement du monde. Il assure à ses collègues que les effets de sa magie s'estomperont bientôt. Elba ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser le garçon ainsi. Katz ne pense pas qu'il ait des compagnons, et ils essaient de convaincre Donnie de faire demi-tour. Percival redescend et les dépasse dans sa tentative de rattraper la troupe, qui s'arrête et reste immobile, choqué par le tour qu'il vient d'effectuer. Il lui demande ce qui vient de se passer. Percival revient à leur hauteur, incitant Donnie à s'excuser en lui remettant son sac. Le garçon informe la troupe qu'il cherche quelqu'un et demande des conseils sur la façon de procéder. Ils sont tous surpris qu'il ne soit pas en colère contre Donnie pour son manège. Katz veut connaître le nom de la personne en question. Percival prononce le nom d'Ironside. Le leader veut savoir si cette personne est une connaissance du garçon, ce qui déclenche un flashback de l'attaque dévastatrice. Percival révèle qu'Ironside est son père, qui a tué son grand-père. Les artistes sont stupéfaits d'entendre cela. Katz commente que cela ne semble pas être une histoire agréable et conclut que c'est une quête de vengeance. Percival n'est pas sûr de ce qu'il doit en penser, c'est pourquoi il veut rencontrer et interroger directement Ironside sur ses motivations. Mais pour l'instant, il veut le battre pour sa transgression. La troupe lui dit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une telle personne. Le leader suggère qu'il se rende au village pour recueillir plus d'informations. Percival s'enthousiasme à l'idée de voir des gens et des maisons pour la première fois. Katz lui propose de le conduire au village, car il s'y rend déjà. Donnie n'est pas disposé à l'emmener gratuitement et demande s'il a un tour de magie à présenter. Percival veut impressionner en montrant ses compétences en tir à l'arc. Il essaie de tirer sur la pomme devant lui, mais ses compétences sont tellement médiocres qu'il frôle de près Donnie, qui se tient derrière lui. Ce dernier crie sur le garçon pour l'avoir presque touché. Cela amuse Katz, qui décide de l'emmener gratuitement. Il explique que leur troupe gagne sa vie en voyageant à travers les villages de Britannia pour donner des spectacles. Percival leur dit que leur performance était incroyable, car elle ressemblait à de la magie. Donnie est surpris qu'ils trouvent leur tour de magie si incroyable. Il pense que ce serait mieux s'ils n'avaient pas à compter sur ces tours de magie pour gagner de l'argent. Katz révèle que le rêve de rejoindre les chevaliers sacrés a été anéanti parce qu'ils n'étaient pas assez forts en magie. Percival révèle que son père et son grand-père étaient des chevaliers sacrés, mais il ne sait pas de quel pays ils venaient, car il ne sait pas ce qu'est un chevalier sacré. Donnie ne veut pas entendre parler des chevaliers sacrés, car ses blessures sont encore fraîches. Leur conversation est interrompue lorsque des villageois les rencontrent en panique et les informent que le village est attaqué par un loup. Donnie les assure qu'un loup n'en vaut pas la peine et propose de chasser l'animal, car ils sont compétents. Avant que le groupe puisse accepter, il pousse le cheval au galop. Il explique qu'en chassant la menace, ils obtiendront de la nourriture et un logement gratuit en récompense. Ils arrivent pour trouver un loup monstrueux détruisant le toit d'une maison pour tenter d'y pénétrer. Donnie réalise qu'il est dépassé et fait demi-tour pour alerter les chevaliers sacrés de la situation. Elba s'inquiète pour les personnes à l'intérieur de la maison,
mais il lui dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour elle. Percival saute du carrosse en mouvement et explique que son grand-père lui a toujours dit de combattre le mal et d'aider les faibles. Il ne veut pas revivre l'agonie de voir quelqu'un mourir et refuse de laisser quiconque le vivre non plus. Il ordonne au loup de s'arrêter en le menaçant de le cuisiner dans une marmite. Il tire quelques flèches, mais elles manquent toutes leurs cibles et reviennent le frapper sur le casque, le clouant au sol. Le loup riposte avec une patte, et Donnie reçoit l'attaque en essayant de sauver Percival. L'homme est revenu car le discours l'a galvanisé. Le loup attaque à nouveau, mais Percival le bloque d'une main, choquant tout le monde. Il suit cela d'une gifle qui met fin à la créature. Les villageois apprécient la gifle et sont stupéfaits qu'il ait réussi à battre le monstre. Le loup était un familier d'un chevalier, et lorsque le sceau disparaît, le renard regarde la scène depuis une colline voisine. Percival sourit alors que les habitants de la maison montrent leur soulagement d'être en sécurité. Cependant, Pellegarde observe les événements à travers un cristal magique. Il est impressionné que Percival ait vaincu son familier et décide de lui rendre visite au village. Les habitants se demandent si c'est un mauvais présage, car ils n'avaient jamais vu un loup aussi gros auparavant. Quelqu'un fait remarquer qu'il y a des rumeurs de monstres cauchemardesques apparaissant dans d'autres villages. Kat soigne la blessure au dos de Donnie, tandis qu'Elba emmène Percival se baigner au lac. Elle remarque ses cicatrices et essaie de le réconforter en notant que la blessure n'est pas encore refermée, bien qu'il soit encore un enfant. Elle remarque à quel point il se comporte de manière mature pour son âge. Il se souvient de son grand-père disant la même chose. Elle commence à le nettoyer, alors que les villageois lui organisent une fête de bienvenue pour l'avoir sauvé. Percival voit en Donnie un bon gars, car il est prêt à se sacrifier pour quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Elba pense que c'est probablement à cause de l'influence des actions de Percival et croit qu'il n'a jamais abandonné son rêve de devenir un chevalier sacré. Ces guerriers possèdent une magie puissante, contrairement à la troupe des Cat Street, qui n'a pas une magie assez puissante pour devenir des chevaliers sacrés. Elba pense que le garçon pourrait avoir ce qu'il faut pour devenir un chevalier sacré, étant donné sa volonté de combattre le monstre pour un étranger malgré le danger. Après leur discussion, ils se rhabillent et se rendent à la fête où ils trinquent en l'honneur de Percival. Il n'en revient pas à quel point le jus est délicieux. Donnie aurait préféré quelque chose de plus fort. Percival est surpris que Donnie soit majeur. Elba explique qu'il a 16 ans, tout comme elle. Percival révèle qu'ils ont tous le même âge. Elba recrache le jus, choqué et embarrassé d'avoir pris un bain avec lui en pensant qu'il était un enfant. Le garçon qui l'a sauvé vient le remercier officiellement. Percival interroge les villageois au sujet d'Ironside, mais aucun n'en a entendu parler. Il devient frustré de ne pas avancer dans sa recherche, et Elba tente de le calmer. Soudain, Pellegarde apparaît en flottant sur un bouclier, affirmant qu'il connaît Ironside. Tout le monde est choqué par sa présence. Le chevalier noir est surpris de voir le fils d'Ironside, car selon les rapports, ils auraient dû être éliminés. Il suppose simplement qu'Ironside se soucie de son fils, mais il espère que Vergès est parti. Percival commence à s'agiter quand il entend le nom de son grand-père. Kat s'intervient pour dire à Pellegarde de s'excuser auprès du garçon. Le leader se rapproche de Pellegarde, mais se fait gifler pour avoir été sur son chemin. Percival demande à Pellegarde comment il connaît son père et son grand-père. Le chevalier noir révèle qu'il est un collègue du grand-père et du père de Percival, et le garçon exige de savoir où se trouve Ironside. Pellegarde aime le fait qu'il puisse se tenir devant lui sans avoir peur. Percival lui donne 5 secondes pour qu'il lui réponde. Alors qu'il fait le décompte des secondes, le chevalier affirme qu'il aime les hommes forts. Voyant la tournure que prend les choses, les habitants courent se mettre à l'abri. Percival en a assez et attaque le chevalier noir. Celui-ci est surpris que le garçon ait la force de le repousser un peu malgré son armure lourde. Il enchaîne avec une série de coups, mais ils ne font pas beaucoup de dégâts. Pellegarde riposte en cherchant à mettre fin au combat, mais il est esquivé. Le chevalier peut voir que Percival a du potentiel et propose de le former. Le garçon bloque une autre attaque et refuse l'offre. Il poursuit avec une autre salve de coups, mais Pellegarde l'arrête facilement en lui saisissant la tête. Le chevalier est impressionné par sa ténacité malgré le défi qu'il affronte. Il conseille à Percival d'utiliser la magie s'il ne va pas utiliser une arme, et le garçon avoue qu'il n'a pas de magie. Le chevalier noir est stupéfait d'apprendre que le fils d'Ironside n'a pas de magie, alors il réitère sa proposition de le former. Il dit à Percival d'admettre sa défaite mais il refuse. Pour l'obliger, il lui met des coups de poing mais il refuse toujours. Pendant ce temps, le renard les observe depuis le toit d'une maison. Donnie tente d'aider, mais Elba l'arrête, car il est évident qu'il n'a aucune chance. Le grand-père du petit qui l'a sauvé demande qu'on l'aide mais personne n'est de taille. Le petit garçon court vers Percival et lui donne des paroles d'encouragement, ce qui déclenche le réveil de ses pouvoirs magiques. Pellegarde est repoussé par l'explosion d'énergie et demande à Percival d'expliquer comment se fait-il qu'il a un pouvoir magique alors qu'il avait dit ne pas en avoir. Pendant ce temps, Percival se demande comment il a fait pour se sortir des mains du chevalier. Il exige une explication sur la nature du pouvoir qui déborde de lui. Nous continuons avec Percival regardant ses mains avec confusion, puis paniquant en essayant de se débarrasser de la magie. Il découvre que la sensation est désagréable, et malgré ses meilleurs efforts, la magie ne disparaît pas. Donnie
et Elba sont gênés par son comportement. Percival s'approche de Pellegarde et le repousse avec une explosion de sa magie. Donnie informe Percival que l'aura autour de sa main est probablement sa magie et lui dit de l'utiliser pour vaincre le Chevalier Noir. Pellegarde récupère et se demande si Percival a utilisé une magie de destruction, mais il corrige lui-même, car le garçon envoie du pouvoir à ses poings, ce qui ferait de la magie d'incantation. Percival demande la permission d'utiliser sa nouvelle capacité, ce que Pellegarde lui accorde en riant. Donnie le conseille d'arrêter de remercier ses ennemis avec sa nouvelle puissance. Percival est maintenant sûr qu'il peut vaincre le Chevalier Noir. Celui-ci cesse de se retenir et commence à utiliser sa magie du feu, lançant une boule de feu vers Percival qui se précipite vers lui. Le garçon esquive de justesse, mais Pellegarde continue de contrôler la boule de feu, créant une tornade. Il révèle que sa magie s'appelle Brasier. Donnie remarque que c'est d'un autre niveau par rapport à la magie de feu de Katz. Pendant ce temps, le Chevalier Noir utilise la boule de feu comme un missile guidé par la chaleur, poursuivant Percival qui lutte pour éviter ses attaques. Percival nargue Pellegarde, qui lui lance une boule de feu mais il écrase la boule de feu avec sa main nue, choquant Donnie. Percival est toujours trop fasciné par le pouvoir qui entoure ses mains pour remarquer que les boules de feu fragmentées convergent vers lui et le brûlent. Pellegarde révèle que ces flammes brûleront jusqu'à réduire leur cible en cendres ou jusqu'à ce qu'il annule le sort lui-même. Il demande à Percival de se rendre, mais le garçon refuse. Elba et Donnie le supplient de se rendre disant que s'il venait à mourir, ce serait trop tard pour regretter. Mais Percival les informe qu'il déteste perdre et commence à recouvrir son corps de sa magie. Le Chevalier Noir observe cela et est impressionné par la rapidité avec laquelle le garçon s'adapte. Soudainement, de petites caricatures de Percival créées à partir de sa magie commencent à apparaître autour de son ennemi. Il se demande s'il s'agit de golems magiques car il l'accable. Il se demande si c'est Percival qui génère inconsciemment ces créatures. Il reconnaît cela comme de la magie de transformation et commente à quel point ils sont forts malgré leur apparence mignonne. Le Chevalier Noir soupçonne qu'ils savent que son sort peut être annulé en restreignant ses deux bras, comme le montre la façon dont ils les tiennent. La magie se dissipe de Percival, et à sa grande surprise, les blessures du garçon commencent à guérir. Donnie se demande également qui est ce garçon du village. Le petit garçon du village encourage Percival à vaincre leur agresseur. Pellegarde est confus parce que Percival vient de montrer des caractéristiques de tous les types de magie, mais ses pouvoirs ne s'appliquent pas entièrement. Il en déduit que sa magie est de type héroïque, ce qui est dit être très rare. S'il a raison, il sait que les autres vont bientôt le découvrir et venir après le garçon. Cette situation doit être évitée à tout prix, car ce serait une perte de l'éliminer. Pendant qu'il réfléchit profondément, Percival a l'occasion de s'approcher de lui et attire son attention en frappant son armure comme une porte. Il frappe le Chevalier Noir loin, exigeant qu'il continue leur combat. Les villageois sont stupéfaits de voir qu'il peut affronter un tel ennemi sans ciller. Elba rejoint l'excitation en disant que Percival pourrait être capable de gagner. Donnie est plus sceptique, mais Pellegarde loue la capacité de Percival à comprendre et à contrôler la magie en si peu de temps. Il admet même que le garçon est fort. Percival rougit au compliment et suggère simplement que le Chevalier Noir puisse lui dire où se trouve son père puisqu'il vient de gagner le combat. Pellegarde le fait taire en libérant sa véritable puissance, faisant disparaître ses caricatures et les ramenant à leur hôte. Le Chevalier Noir informe le garçon qu'il est trop inexpérimenté et n'a aucune chance de le vaincre. Le garçon refuse de croire cela et veut toujours se battre. Donnie interrompt le combat et utilise sa magie pour faire flotter Pellegarde. Il ordonne à Percival de s'enfuir, car il n'a aucune chance. Pendant qu'ils argumentent sur le pourcentage de victoire de Percival, le Chevalier Noir en a assez d'être ridiculisé et déclenche une explosion de feu qui les repousse tous, répandant des flammes autour de la ville. Donnie est blessé, et le Chevalier Noir pointe que c'est sa punition pour s'être intervenu dans leur duel. Alors qu'il s'approche pour emmener Percival, le mystérieux renard rencontré plus tôt intervient également. Percival remarque qu'il a son sac, et Pellegarde tente de le renvoyer. Le renard secoue sa queue et fait apparaître une balle. Le renard lance la balle ensorcelée, créant un flash lumineux qui transporte le trio hors de la zone. Pellegarde est frustré que le renard ait utilisé une balle maudite et se demande qui est responsable de tout cela. Pendant ce temps, Percival et Donnie sont choqués de se retrouver au sommet de l'échine dorsale d'un dragon. Donnie le reconnaît et déduit qu'ils sont à 48 km du village. Le garçon est inquiet pour les villageois, mais le renard, appelé Sin, lui dit d'arrêter d'agir de manière imprudente, car il l'a sauvé. Sin explique que Pellegarde en a après Percival et Donnie pour avoir interrompu le duel. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, Pellegarde n'a plus rien à faire dans le village. Percival est choqué et demande à Donnie si les animaux parlants sont courants à Britannia. Donnie répond que ce n'est pas normal du tout. Le renard ignore leur incrédulité et informe Percival qu'il ne peut pas être capturé par le Chevalier Noir, donc il doit le suivre. Il explique que son père est également impliqué. Cela attire l'attention de Percival, mais Donnie l'arrête en disant que c'est suspect. Donnie trouve bizarre que Sin en sache autant mais celui-ci dit qu'il se fie à son instinct d'animal, ce qui énerve Donnie. Le renard explique que Percival est maintenant sur le radar de Pellegarde. Le Chevalier Noir sert un roi maléfique et fait partie d'un groupe qui cible les 4 chevaliers de l'Apocalypse.
Donnie n'a jamais entendu parler des chevaliers de l'Apocalypse et Sin dit que c'est normal car ils n'existent pas encore. Ce sont des chevaliers prophétisés pour apparaître dans un futur proche. Le renard révèle travailler pour une organisation qui s'oppose au groupe de Pelgard, et il est heureux d'avoir enfin trouvé l'un des 4 chevaliers. Percival veut savoir à quoi il ressemble. Le renard explique qu'il porte les titres de la famine, de la peste, de la guerre et de la mort. Chacun des 4 chevaliers saints porte un fléau qui peut dévaster le monde. Le message fout les jetons à Donnie qui n'arrive plus à parler. Donnie déduit alors que si Pelgard s'intéresse à Percival, c'est qu'il doit être un chevalier, ce que le renard confirme. Pelgard se retourne vers le QG où certains de ses collègues sont assis. L'oracle les informe qu'il y a des détails importants supplémentaires concernant la prophétie, ce qui augmentera leur chance de trouver les 4 chevaliers. Pelgard l'interrompt brièvement avant de prendre place à côté de Ironside, disant qu'il a été retenu ailleurs. L'oracle commence en révélant que leurs cibles sont tous de jeunes garçons probablement apprentis chevaliers saints. L'un a un pouvoir magique doré, le deuxième a un œil sacré et un œil maléfique, le troisième est un grand garçon mystérieux sans apparence fixe, et le dernier a des cheveux verts semblables à des ailes d'oiseau. Ironside frappe la table en entendant la dernière description et disant que c'est impossible. L'oracle les avertit que leurs ennemis aussi cherchent également les garçons, donc pour le bien de leur roi, ils doivent trouver et éliminer les 4 chevaliers rapidement. La réunion se termine, et Ironside marche le long du chemin flottant, incrédule que son fils soit l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il dit que s'il avait su que Percival était un des chevaliers, il aurait dû s'assurer qu'il était mort quand il les a attaqués. Pelgard apparaît derrière lui en disant qu'il pensait qu'Ironside a laissé son fils en vie à cause de son attachement émotionnel. Le chevalier noir est surpris d'apprendre que le célèbre assassin a échoué à éliminer son fils. Il confirme que Percival est vivant et informe même le père de leur combat. Pelgard dit qu'il le soupçonnait d'être l'un des chevaliers de la prophétie. Ironside espère juste qu'il l'a tué, mais le chevalier noir pense que ce serait une perte. Il dit que le garçon a du cran et un grand potentiel de croissance. Il suggère d'en faire un allié et de le former. Cette idée énerve Ironside, qui lance une attaque que Pelgard bloque facilement. Le père lui rappelle que le garçon est une menace non seulement pour le roi Arthur, mais pour le monde entier. Entre-temps, Percival est choqué par la révélation et ne croit pas qu'il va aider à détruire le monde. Le renard le rassure que la prophétie est à 100% précise. Percival souligne le fait qu'il n'est pas un chevalier saint, et il compte partir à l'aventure à travers Britannia après avoir vaincu son père. Le renard l'informe qu'il a seulement été ordonné de le trouver et de le ramener, il devrait donc se comporter et suivre. Il incite davantage le garçon en disant qu'il sait où se trouve son père. Percival lui demande et il révèle que son père est à Camelot. Donnie dit au renard que ce n'est pas bien de mentir et Percival demande des explications. Donnie explique qu'il y a 16 ans, Camelot a été rayé de la carte pendant la guerre sainte contre le clan démoniaque. Selon les sources, le roi s'est planqué avec quelques chevaliers et ses sujets qui ont échappé au drame. Percival refuse alors d'aller avec le renard car il lui a menti. Le renard se retourne et garantit que Camelot existe toujours mais il n'y a pas de chemin normal pour y arriver. Il faut d'abord aller au royaume de Lyonesse. Donnie est très sceptique et n'est pas prêt à suivre. D'un autre côté, Percival est plus qu'heureux de suivre, ayant entendu que c'est hors des sentiers battus. Le renard dit à Percival qu'il a intérêt à ne pas flipper en route. Il se présente enfin en tant que Sin, une fois les noms échangés, Percival persuade Donnie de l'accompagner. Étant sûr qu'Elba et les autres s'en sortiront bien sans lui pour le moment. En descendant de l'échine du dragon, Sin révèle que Lyonesse est à environ 320 km de leur position actuelle. Une fois revenu au niveau du sol, le ventre de Percival commence à gargouiller, c'est alors qu'une idée géniale lui vient en tête. Percival décide d'organiser une compétition de chasse pour voir qui peut récolter les meilleurs ingrédients pour leur festin. Affamé, Donnie confisque son arc à Percival, car il est si mauvais avec. Percival part seul et tombe sur des rochers bloquant une gorge. Il les escalade et est excité à l'idée d'explorer cet endroit éco. Percival trouve cela rigolo et file chasser. L'effet Bob et Nob remarquent son intrusion et passe à l'action, pendant que Donnie a du mal à utiliser son arc, manquant toutes ses proies. Une de ses flèches erre et frappe la géante Dolores qui priait. Il se précipite pour s'excuser et s'assurer qu'elle va bien. Sin trouve étrange qu'une géante vénère une divinité autre que Mère Nature. L'effet l'informe que Percival est entré dans la gorge écho, ce qui la surprend car elle avait bloqué l'entrée. De leur description, Donnie comprend que c'est leur ami. L'effet révèle que l'endroit était autrefois abondant et magnifique, mais c'est maintenant un enfer vivant. Pendant ce temps, Percival se débarrasse des lapins monstres et des arbres tueurs qui l'attaquent, heureux que la proie attaque volontairement, ce qui signifie qu'il va gagner la compétition. Son attention est attirée par un cri disant « Pitié libérez-moi », et il se dirige de ce pas dans la direction du bruit. Au fin fond de cette forêt, se trouve une maison. On peut voir une créature attachée à un poteau. Un homme se tient devant la créature et l'interroge sur la raison de sa venue. Le monstre répond qu'il s'est perdu, mais il ne le croit pas, car personne ne vient dans la gorge. Il prévoit de faire des expériences sur lui pour découvrir sa véritable intention. Cela l'excite tellement qu'il se mord les lèvres. Percival fait irruption pour sauver le captif, qui clame que l'homme est un monstre.
Percival fonce pour attaquer l'homme, mais celui-ci esquive, le faisant trébucher et il finit son élan dans le poteau. Alors qu'il se sent mal, la créature lui dit de le libérer rapidement et c'est ce qu'il fait en coupant les cordes. Lorsque la créature part, il traite Percival de stupide. Ce dernier s'est calmé alors qu'il se concentre sur la créature qu'il vient de sauver, en se demandant si c'est une fée. Pendant ce temps, Donnie et les autres se précipitent vers la gorge, où il est révélé qu'il y a un démon utilisant une étrange potion rendant toutes les créatures violentes. L'herboriste fou, connu sous le nom de Nassien, a l'intention d'utiliser Percival comme remplaçant pour la créature qui l'a aidé à s'échapper.